Salut à toi, c'est Tonton Pascal et exceptionnellement, ça va être un épisode particulier puisque je vais recycler un épisode que j'ai publié il y a plusieurs années sur le follow-up, qui est la compétence qui m'a construit, qui m'a vraiment aidé à développer des amitiés, à avoir des clients et à entretenir des relations. Et c'est vraiment une compétence que j'affectionne particulièrement. Et j'avais vraiment envie de partager cet épisode parce que, en tant qu'animateur ou animatrice de communauté, entretenir les relations, c'est un peu notre boulot quand même. Donc, à mon avis, il y a pas mal de choses que tu vas découvrir dans cet épisode. Et donc, c'est un épisode en podcast, donc ma gueule va disparaître et je reviendrai vers la fin pour te faire un petit au revoir et puis un petit résumé. Enfin, petit résumé non, parce que j'ai pas réécouté cet épisode depuis un moment. Donc voilà, je te dis à tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on va parler de follow-up, mon sujet favori. C'est un sujet que je travaille depuis la saison 1, depuis le premier épisode de la saison 1 des Racines de la créativité. C'est pour te dire à quel point c'est vraiment important. Et de toute façon, t'en auras une explication beaucoup plus détaillée dans cet épisode. Parce que d'abord, euh, je vais te partager plusieurs extraits que mes invités m'ont exprimé. T'as notamment Pamela Oudar-Barbet, voilà, qui explique en quoi c'est super important d'entretenir la relation et de suivre et de relancer tes clients. Elle va même te partager une anecdote à le sujet. Ensuite, tu as le camarade Alexandre Vaquier du podcast Les Héros de la Vente, qui lui va te donner plein de statistiques ultra intéressantes sur le fait de entretenir la relation, surtout de suivre et de relancer. Il y a des statistiques extrêmement pertinentes qui expliquent pourquoi une entreprise sur deux ferme au bout de 3 ans. Donc ça va être super important. Et enfin, tu vas voir le camarade Dimitri Carlet qui va te partager son expérience dans l'email marketing et comment tu peux entretenir la relation avec tes lecteurs pour qu'ils aient envie de lire les livres que tu vas sortir. Et enfin, je te partagerai à la fin de cet épisode mon expérience du follow-up. Et donc oui, c'est l'une des rares fois où je vais citer un extrait d'une pause récréative que j'ai enregistré. Et donc tu pourras écouter mon expérience sur le follow-up. Mais d'abord, on va entendre l'expérience, un extrait avec mon camarade Arnaud Strazel, parce que lui aussi, c'est bien quelqu'un qui pratique le follow-up tous les jours. C'est Arnaud Strazel, notamment sur la prospection LinkedIn, et je te laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti. Le but, en fait, la réalité des entreprises aujourd'hui, c'est que deux tiers des entreprises perdent leurs clients simplement par manque de relance. C'est-à-dire que en fait, c'est aujourd'hui, la plupart des entreprises, en fait, elles vont contacter leurs clients et puis, au bout, dès le premier non ou si par exemple l'interlocuteur ne répond pas, eh bien, elle va arrêter, elle va passer à autre chose. Nous, on part du principe que non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que, en fait, ton client, il va signer le contrat, mais au minimum après 6 ou 7 interactions avec lui. Mm. Et nous, justement, notre rôle, notre job, c'est justement de poursuivre ces interactions jusqu'à que le client se décide de signer. Mm. Et même si ça doit se passer 5 ans après, ça se passera 5 ans après. Mais nous, en fait, on coupe pas la relation, on entretient. Alors tu vois, c'est bien que tu partages, tu vois, ces statistiques sur les 2 entreprises sur 3 qui ne relancent pas après un premier contact. Mm. Moi, je vais partager également deux statistiques que j'avais. Donc la première, donc ça vient de Grant Cardone, hein, donc voilà, tous les deux, on s'est formés voilà chez Grant Cardone parce que voilà, c'est la prospection et puis le follow-up, c'est un sujet qui nous intéressait énormément. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Grant Cardone, j'ai appelé Arnaud, j'ai fait Arnaud, il faut que tu découvres Grant Cardone, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Non, non, en plus, j'ai suivi sa formation, non, c'est du lourd.
Et bon, apparemment, j'ai un talent de vente pour vendre les contenus sérieux. Donc Arnaud, il a fait, ouais, c'est bon, si Pascal dit que c'est bien, c'est qu'il faut y aller, quoi. Donc, première statistique qu'il avait partagée, Grant Cardone, c'est qu'il faut minimum entre 5 à 12 contacts donc avec un prospect avant de conclure une vente. Donc, entre 5 et 12 contacts, faut y aller, il faut charbonner et donc faut relancer via du follow-up. Et j'avais une autre statistique française cette fois, donc c'est Pamela Houdard qui m'avait partagé, donc voilà, c'est une interview que j'ai faite il y a quelques semaines. Elle me partageait voilà, qu'on était en France plutôt entre 6 à 8 relances avant de conclure une vente. Donc, tu vois, on est vraiment dans les clous et donc c'est... En allant sur le terrain, moi je le constate, hein, c'est que beaucoup me répondent en fin de compte sur LinkedIn au bout du troisième message. Par exemple, sur 6 mois à 150 personnes contactées par jour, sur ces 6 mois, il y en a une qui s'est plainte, du coup, du trop gros nombre de messages, et tout le reste m'ont remercié en fait de les avoir relancés. Alors, des fois, ils ne signent pas, hein, c'est pas, des fois, voilà, c'est pas, ils ont pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de besoin, parce que voilà, c'est pas le moment, parce que voilà, il y a 50 000 raisons qui fait qu'un client soit va pas te répondre ou soit va pas signer. Donc, peu importe. L'important, c'est que, en fait, ils ont apprécié que j'ai continué à leur écrire. Parce Oui, que parce que... Vas-y. ils se sont sentis considérés, en fait. Mm. Ils se sont sentis considérés. Parce que le gros souci, moi, que je vois sur LinkedIn, c'est souvent, tu te fais démarcher sur LinkedIn régulièrement, mais derrière, il n'y a pas de suivi. C'est vraiment en one shot. Et c'est comme si le mec ou la nana qui fait sa prospection balance plusieurs messages au hasard, mais derrière, ne va pas te relancer. C'est bon, ça va pas plus loin, bon, tant pis, next. Alors que si cette personne, tu vois, elle venait me voir et bon, je réponds pas la première fois, mais qu'elle me relançait plusieurs fois, et en plus, si elle le fait intelligemment, si elle me relance sur des sujets qui pourraient vraiment m'intéresser, là, oui, peut-être que j'y porterai attention. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup aimer avec Grant Cardone, et puis avec ce que tu partages, c'est que, ouais, moi je relance, et puis les gens, ils sont contents. Et honnêtement, sur 150, sur 150 demandes par jour, juste seulement avoir une plainte, ça va. Ouais, sur 6 mois, hein, donc c'est vraiment rien. C'est vraiment Ouais, rien. Et même franchement, ça va. bien souvent en utilisant LinkedIn, il y a des personnes qui me prospectent. Et en fait, voilà, moi, du coup, j'accepte la conversation, on engage la conversation. Au final, c'est eux qui se retrouvent à signer un contrat. Pourquoi? Juste parce que à cause du suivi. Hmm. Ah, mais c'est Juste ça qui parce que est... derrière, eux, ils m'ont envoyé un message. Souvent, ils ne me répondent pas, mais quand ils me répondent, il y a un échange. Et finalement, c'est moi qui me retrouve, c'est eux qui se retrouvent à la signe du contrat finalement. C'est pas parce qu'une personne en fait te dit non que tu dois dire bon next on l'oublie quoi et je passe à un autre. Tu peux aussi très bien en fait entretenir la relation et cette personne qui ne voulait pas de ton offre tout de suite, peut-être que 9 mois plus tard, elle sera ah ouais mais finalement elle arrive au bon moment en fait votre offre. Vous avez bien fait de revenir me voir. Tu veux que je te dise? Là, moi, je fais des coachings pour les indépendants tous les lundis et les mercredis. Là, j'ai 2 nouvelles personnes. C'est des gens que j'avais rencontrés il y a 3 ans, Pascal. 3 ans. Comment j'ai procédé? C'est tous les trimestres, j'envoyais un petit message. Donc, soit un message LinkedIn, soit un mail, soit j'appelais. Tiens, comment tu vas, Nathalie? Ça va, et toi? Super, t'en es où? Oh, ça... Bon, ok. Écoute, je te tiens au courant pour la suite. Je fais un truc, ça pourrait être sympa de se voir, machin. Oh, ouais, super. 3 ans après, ça signe. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont mis du temps. Et c'est leur cycle d'achat, si je puis dire. Tu vois, il y a des cycles de vente et tu as des cycles d'achat. Tu as des gens qui, de toute façon, tu ne les signeras jamais sur du court terme. C'est comme ça. Et c'est pas pour autant que tu les signeras pas. Moi, je suis le plus effarée, je vais te donner un exemple. J'avais fait un post sur LinkedIn et je cherchais une coach ou un coach en management
pour l'organisation et le management de mes équipes. Je te mens pas, j'ai dû recevoir à peu près une trentaine de mails, messages LinkedIn confondus, de coachs qui m'envoyaient quasiment leur CV. Sur les 30, il y a une personne qui m'a demandé un entretien téléphonique pour me dire je serais peut-être la bonne personne, mais je préfère en savoir plus sur vous avant de démarrer. D'accord? Au final, ça ne s'est pas fait parce qu'elle était trop loin et que je voulais avoir quelqu'un en présentiel. Et sur les 30 qui m'ont envoyé un message en disant qu'ils étaient formidables et qu'ils étaient la bonne personne, je te pose la question, combien m'ont renvoyé un message depuis le mois d'août? Ou écrit ou téléphoné? Alors bon, je connais quelques statistiques en follow-up, c'est au niveau américain, parce que moi je me forme avec Grant Cardone, et il disait que souvent 50% en fait des commerciaux ne relancent pas après un premier contact. 60 des PME, 60% en PME française. Ouais. Ah ouais. Enfin, ils relancent quand ils ont le temps, ils disent. Ouais. Alors, vas-y, sur 30, combien m'ont relancé? Sur 30, allez, je vais dire 2. Un seul. C'est moche. C'est pas moche. C'est juste incroyable parce que tous ces coachs, il y en a la moitié qui ne bouffent pas. Pour autant, ils ont quelqu'un qui publie un besoin. Hein. Là, le besoin, il était comme ça. Hein. Ils n'ont pas été chercher finalement si j'avais peut-être pas d'autres craintes, d'autres peurs, d'autres enjeux, etc. Et surtout, la prestation, là, elle a dû être faite, forcément, puisque je cherchais pour septembre. Il n'y en a pas un qui m'a dit, mais au fait, Pamela, comment ça s'est passé votre prestation? Vous êtes contente, pas contente? Non, rien. Aux oublis. Ouais. Parce que t'es pas dans une relation. En fait, t'entretiens pas une relation. Donc, comme en fait, ces gens-là, en fait, ils cherchaient plus à te closer, C'est ça. à te dire, non mais est-ce que finalement Pamela elle a trouvé ce qu'elle voulait? Est-ce que c'est on revient à l'intention de départ, hein, donc c'est quoi ton intention de départ? Exactement. La boucle est bouclée. On revient à l'intention de départ. Est-ce que tu avais vraiment envie d'aider l'autre ou placer ton produit ou ton service? Eh bien, écoute, j'ai la réponse. Hein. Tous ces gens-là, je ne les ai pas choisis, mais je suis ravie de ne pas les avoir choisis. Bah ouais, finalement, ça fait le tri. Pour toi, ça fait le tri. Et ouais, voilà, on en est. Donc, si tu veux, ce qui m'effraie le plus, c'est que ce sont des gens qui sont censés être tournés vers l'humain, puisque ce sont des coachs certifiés. Alors, t'imagines les autres qui ne sont pas tournés vers l'humain, alors là, c'est la jungle. Oula, oui. Oula. Je dirais rien parce que j'ai bien traîné dans le milieu du coaching, donc je dirais rien, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Donc, ouais. Et donc, je partageais mon anecdote, moi, en termes de suivi et de relance. Moi, il y a une de mes invitées, donc Sabrina Rosadoni, que j'ai contactée au mois de novembre 2019 et dont je n'ai fait une interview qu'au mois d'août 2020. Donc, tu vois, 9 mois et en fait, j'ai suivi exactement. J'ai fait ça, c'est-à-dire que je prenais en fait des nouvelles. J'ai dit, écoute, comment ça va, notamment pendant le confinement. J'ai pas envie de t'embêter parce que c'est le moment du confinement, mais c'était juste tout simplement comment ça va. Et d'elle-même, elle me disait, non, mais écoute, je pense toujours à ton interview, mais ça va pas être possible là en ce moment. Ok, pas de problème. Je te relance et il n'y a pas de problème. De toute façon, t'embête pas, n'y pense pas. C'est moi qui reviendrai vers toi. T'embête pas. Hein, donc, et finalement, ça s'est fait. Et là, par exemple, j'ai aussi une autre invitée là que je suis en train de travailler et ça fait depuis plus d'1 an que j'ai lancé l'invitation. Mais en fait, j'entretiens la relation en fait avec cette invitée. Et c'est cool, et peut-être que normalement, ça devrait se faire dans les semaines à venir, mais voilà. Mais bon, c'est Ne ok. lâche jamais. Je vais te donner une autre anecdote que j'ai partagée à mes clients ce matin. Je pense que ça va intéresser tout le monde. J'ai au mois de mars l'année dernière une belle agence événementielle en Charente. La dirigeante m'appelle, elle me dit j'ai vraiment envie de monter en compétences commerciales, etc. Donc on établit un devis, on va parler clair, à peu près de 8 000 euros, hein, tu vois, ce n'était pas une petite somme. Et là-dessus, confinement arrive. Agence événementielle, je ne vous fais pas de dessin, compliqué.
Donc, elle me dit, bah, le projet, évidemment, est annulé pour l'instant, etc. Donc ça, c'est tombé en mai. J'ai fini par avoir le couperet en mai. Et depuis le mois de mai, je lui ai envoyé exactement 12 relances. Alors, 12 relances de manière différente, hein. Je lui ai transmis des informations sur le FNE, je lui ai fait des partages d'articles, de posts, je lui ai envoyé un mail, je lui ai passé un coup de fil, etc. Je lui ai fait 12 relances jusqu'à la dernière, là, au mois de janvier, où je disais que malgré mes différents messages, je n'avais pas de ses nouvelles, mais que je tenais à lui souhaiter une très belle année, très sincèrement, Pamela. Et j'ai eu un retour depuis le mois de mai. Ah ouais, on est toujours Ne sur. jamais lâcher. C'est quand les gens me disent mon prospect c'est mort, hein, c'est fini, je signerai jamais. Il n'y a pas de jamais. Bah, tu vois, je rebondis encore parce que ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment penser à l'email marketing parce que moi, j'insiste énormément sur l'email et parce que faut pas se leurrer. Quand tu as 1000 followers sur Insta ou 100 followers sur ta page Facebook, c'est le même résultat que 5 personnes qui te suivent par email en taux de conversion. Donc, vaut mieux avoir 100 personnes qui te suivent par email que 10 000 followers, clairement. Donc, je sais que les auteurs, c'est plus facile ou je sais pas. Pour moi, c'est pas facile, mais par exemple, Facebook, Instagram, tout ça, ils seront peut-être plus à l'aise ou Twitter, j'en sais rien. Mais ça aura toujours beaucoup moins d'impact que l'email. Et la première question que j'ai quand je dis aux gens, mais faut essayer l'email marketing vraiment, c'est mais qu'est-ce que je vais raconter? Je ne sais pas quoi raconter aux gens. Mais justement, en fait, tu racontes l'univers de ce que tu es déjà en train. C'est une extension en fait de ton univers. Et c'est à toi de voir comment tu peux t'approprier ça. Et les personnes que moi je conseillerais de suivre, alors c'est anglo-saxon, mais ils ont de plus en plus de livres qui sont publiés aussi en français. Alors, il y a Johanna Penn, vraiment, c'est quelqu'un qui fait les deux comme toi, double casquette, et qui a vraiment roulé sa bosse à la fois dans la fiction et dans la non-fiction, et qui écrit justement beaucoup sur le comment marketer un livre. Donc, elle en a, je sais pas, des dizaines de bouquins en fiction et en non-fiction. Elle est de plus en plus traduite en français. Donc, Johanna Penn, vraiment, si ça peut intéresser les gens qui nous écoutent, il suffit de la suivre, de voir comment elle fait ses emails. C'est toujours intéressant. Il y a toujours un côté storytelling, il y a toujours quelque chose qui fait que tu as envie de lire son email. En fait, c'est pas juste t'importunes les gens dans leur boîte mail, c'est quand tu reçois un mail de sa part. Alors, des fois non, parce que tu n'as pas la tête à ça, tout ça, mais moi, je sais que des fois, je ne la lis pas, mais de temps en temps, vraiment, je dévore ses emails. Et Nick Stephenson aussi, côté UK, qui est vraiment un gars à suivre, et lui, c'est pareil, tu lis ses mails, tu sais même pas des fois ce qu'il a envie de te vendre derrière, parce qu'il y a toujours quand même un petit côté marketing quelque part. Mais en fait, moi, je les lis par plaisir, parce que ça me fait rigoler, quoi. Donc, tout simplement, je vois ses vidéos, je lis ses emails, et j'ai envie de rigoler, je passe un bon temps, il a des gifs sympas, c'est des trucs tout bêtes, mais qui font que du coup, tu as envie de lire son email. Et le mec, il peut me dire ce qu'il veut dans ses emails. En général, je vais cliquer, puis je vais aller jusqu'au bout. Moi, j'ai acheté sa formation, par exemple. Mais voilà, parce qu'il a trouvé le ton. Et finalement, le ton, c'est le même que dans ses bouquins, c'est le même que dans ses fictions, dans sa non-fiction. Donc, il n'y a pas besoin de réinventer la peau de l'email marketing. Ça peut être très simple et ça peut être vraiment une extension, une autre voie en fait pour s'exprimer, exprimer sa créativité, tout en faisant, bien sûr, aussi de la promotion de ce qu'on fait, quoi. Non, mais très clairement, enfin, nous par exemple, donc je parle au nom de mes co-auteurs, mais nous on va utiliser le blog, voilà, pour raconter, voilà, des histoires parallèles, donc au roman, donc pour explorer l'univers, comme tu le disais très bien. Mais on peut également utiliser l'email marketing pour partager les coulisses. C'est-à-dire, par exemple, moi je sais que là j'ai ma mailing list et je vais leur partager justement moi comment je vais écrire, comment j'ai préparé justement cette nouvelle. Notamment que j'ai suivi notamment un bouquin qui s'appelle Anatomie du scénario de John Truby et que en fait moi j'y suis allé en mode débile, j'ai pris un chapitre, j'ai lu, il y avait un exercice à la fin, je l'ai fait et j'ai appliqué et j'en ai pris un autre chapitre, j'ai fait pareil, j'ai mis des plombes, mais j'ai appliqué et ainsi de suite. Et c'est ça que je veux expliquer, tu vois. On peut également, tu vois, partager en fait ces coulisses-là, parce qu'en fait, l'email, c'est quand même un superbe endroit pour partager en fait des choses, tu vois, avec tes lecteurs. Et tu parlais en fait que peut-être les auteurs de fiction vont plus facilement sur Facebook, Instagram ou Twitter. Je pense que c'est parce qu'au départ,
il y a une plus grande facilité à mettre ça en place que peut-être par rapport à installer une newsletter. Et encore, franchement, tu prends MailerLite ou Mailchimp et franchement, c'est super simple. Et tu fais juste une landing page avec Mailchimp et franchement, c'est cool, tu vois. Donc, et voilà, c'est pas grand-chose. Ouais, voilà, c'est pas grand-chose. Et honnêtement, je pense que c'est l'endroit où on parle souvent d'engagement, mais on peut parler en fait, c'est l'endroit où il y a le plus de proximité pour créer une relation. Parce que finalement, tu partages beaucoup plus qui tu es. Moi, je le vois, je fais du mailing quotidien, donc mailing quotidien, voilà. Moi, j'hésite pas. Et puis, je partage. En plus, bah, tu vois, on parlait de raconter des conneries. Moi, j'en raconte souvent des conneries, moi, j'hésite pas. Et puis, moi, je prends ce qu'il y a dans la tête et je partage, quoi. Et parfois, ça fait juste 250 mots. Parfois, je peux faire plus de 1000 mots. Donc, c'est pour te dire, voilà. Moi, je prends ce qui vient. Mais il y a mes lecteurs, tu vois, qui sont fans. J'ai des lecteurs qui sont fans et qui disent, ouais, non, mais on aime bien, voilà. Et voilà, derrière, tu vois, je propose mes e-books. Là, je vais proposer, voilà, d'autres livres. Je pense que, à mon avis, je vais proposer du coaching ou des formations en ligne parce que moi, en fait, justement, je parlais de Julia Couder, justement, parce elle disait qu'elle crée des formations ou des articles pour se vider la tête. Et en fait, je fonctionne exactement de la même chose. Elle dit, pour elle, à partir du moment où elle crée un truc, c'est archivé, au moins elle peut se débarrasser. S'il y a besoin, s'il y a une nouvelle info, hop, on fait une mise à jour. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement smart, j'ai fait, c'est bon, je vais faire pareil, et donc je vais avoir cette même attitude, je prends ce que j'ai dans le cerveau, et en plus j'ai besoin de faire de la place, donc hop, on crée un bouquin, on crée un article ou une formation, boum, et après, voilà, on peut archiver et on peut passer à autre chose. Et ouais, en fait, l'email marketing, c'est vraiment, c'est une très belle chose à faire. C'est vraiment une super chose à faire. Alors, c'est peut-être pas joli le mot, mais tout simplement, c'est une newsletter. Et ce que tu viens de dire, justement, que en plus, si tu fais ça au quotidien, moi, j'avais tenté une fois pendant 30 jours pour suivre justement le défi d'Ethan Joe Pingo là, dans mon podcast. Et puis finalement, dedans, j'ai gardé une dizaine de mails que j'ai mis dans ma séquence parce que c'était les meilleurs. Et j'ai sorti ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux que j'avais créés à cette époque, justement dans mon défi 30 mails en 30 jours. Et si tu es capable de faire ça, même si c'est pas tous les jours, bah, tu es capable en fait de réussir le lancement de ton livre. Parce que ce que tu disais, je trouve super intéressant sur les coulisses. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. C'est comme ça que je coach, moi, les gens que j'accompagne sur le lancement des livres. C'est leur faire comprendre qu'en fait, il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser tout simplement de suivre le lancement de leur livre. Il y a beaucoup de gens qui rêvent un jour de lancer leur livre et tout simplement de le vivre par procuration. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour t'aider. Et ça, on l'a vraiment testé sur le terrain avec plusieurs auteurs débutants, pour le coup, où j'ai compris que moi, je vais quand même essayer de m'orienter vers les auteurs qui veulent vendre plus de livres, on va dire. Mais même, ça a été super enrichissant parce qu'en suivant vraiment toutes les étapes, et en fait, ils étaient à chaque fois étonnés de se dire, mais moi, j'ai pas de contrepartie. Pourquoi ils viendront dans mon équipe de lancement? Qu'est-ce qui va les intéresser dans tout ça? Et en fait, ils ont été étonnés à chaque fois d'avoir 50, 100 personnes qui les accompagnent pour le lancement de leur livre, quoi. Et ça change tout, vraiment. Et moi, c'est ça vraiment que j'essaye de faire passer aux gens parce que mon premier livre, je l'ai lancé tout seul. Et c'est pas pareil que quand tu as 50 ou 100 personnes dans même 10, 20, 30 personnes qui te suivent. Et je t'assure que des fois, en plus, ça te fait des relations humaines super enrichissantes, super intéressantes. Tu as des retours, tu as des échanges avec des gens qui sont cool, puis qu'après, à qui nous, on propose aussi, le jour où ils se lancent dans leur livre, on les accompagnera, quoi. On fera partie de l'équipe de lancement aussi. Et voilà, moi, c'est ce message-là. Si tu es capable d'écrire quelques mails, donc si tu es auteur, à un moment, tu es capable d'écrire quelques mails. Si tu es capable d'écrire quelques mails qui racontent ta vie d'auteur qui va lancer son premier livre, tu peux cartonner ton lancement, multiplier l'impact par 100, plutôt que si tu fais pas cet effort et que tu le lances tout seul dans ton coin. J'ai commencé le podcast. C'est un vieux rêve d'enfant pour moi de faire le podcast parce que j'adore la radio. J'adore la radio depuis que je suis tout petit. Tous les soirs, je m'endors avec la radio en écoutant l'after-foot. Et voilà, je suis fasciné par la radio. Et j'ai toujours voulu faire de la radio. Et donc, pour moi, faire ce podcast, c'est tous les jours réaliser mon rêve de faire la radio. Mais il y a autre chose. Il y avait également autre chose. Pouvoir faire ce podcast, ça me permettait
d'apprendre en fait une compétence dans laquelle j'étais extrêmement nul. Je m'améliore un petit peu tous les jours, encore aujourd'hui, mais c'est une compétence dans laquelle j'étais vraiment nul. Et cette compétence dans laquelle j'étais extrêmement nul, c'était entretenir les relations. Tu sais, prendre des nouvelles, demander comment ça va à des personnes que tu n'as pas vues depuis des semaines, des mois, ou parfois des années. Ben, moi, j'étais nul à ça. Mais quand je te dis nul, vraiment nul, je vais te partager le parallèle. Tu vas voir à quel point j'étais nul. Tu prends François Hollande et sa présidence. Et tu vois comment il a commencé en 2012, comment ça s'est terminé en 2017. Et tu vois son bilan. Tu vois son bilan. Bon, je vais pas te dire, voilà, pour pas te donner d'indices, je vais juste te donner une étude qui a été faite par l'INSEE dernièrement, qui explique que, je crois, j'ai pas le chiffre en tête, mais plus de 75% des Français ne veulent pas que François Hollande se représente aux élections présidentielles de 2022. Ben voilà. Quand tu mets ces données-là, tu peux dire que la présidence de François Hollande n'a pas été brillante. Eh ben moi, tu vois, entretenir les relations, c'est pareil. C'était pas brillant. Même je peux te le dire, c'était nul. Tu vois ce niveau de nullité, j'étais vraiment nul pour entretenir les relations. Après, bon voilà, c'est vrai que moi au départ, je suis plutôt un sauvage. Je dis souvent, c'est pas que j'aime pas les gens, mais ils m'emmerdent un peu. En fait, la foule m'emmerde. J'ai un côté un peu agoraphobe et un peu misanthrope. J'aime pas. C'est pas que je déteste les gens, mais j'ai remarqué que quand tu mets beaucoup de personnes ensemble, quand je dis beaucoup, c'est au moins une centaine de personnes, et ça peut aller jusqu'à 1000. Je me sens pas forcément à l'aise dans ces groupes-là. Je me sens pas forcément à l'aise, et puisque j'ai le sentiment en fait qu'on va tenter de me berner, ou qu'on va tenter de me faire penser des choses que je n'ai pas envie de penser. Et ça, c'est personnel. C'est marrant, puisque bon, aujourd'hui, le marketing ne fonctionne que sur la psychologie des masses. C'est intéressant. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Le problème, c'est que bon, on est quand même des animaux humains, on est des êtres sociaux, et on a besoin du contact de l'autre. Et donc, à un moment donné, tu dois à un moment donné parler à d'autres personnes. Sauf que moi, j'étais souvent le gars qui ne contactait jamais les gens. Et quand je les contactais, je sais que de temps en temps, on pouvait penser que c'était intéressé. Donc, je me suis dit, ok, au moins avec le podcast, ça va me donner l'occasion de travailler cette compétence d'entretenir les relations. Parce que quand tu fais un podcast, tu es obligé de trouver des invités. Et donc, parfois, ils vont pas accepter tout de suite ou ils te répondent pas tout de suite. Donc, tu vas devoir régulièrement les relancer jusqu'à ce qu'ils acceptent. Et c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, le podcast, c'est un bon délire. Je vais réaliser un rêve d'enfant et ça va me permettre de développer une compétence dans laquelle j'étais extrêmement nul, à savoir entretenir la relation. Je me suis dit, ok, je suis nul pour entretenir les relations. Est-ce qu'il y a une formation, un programme sur le web qui pourrait m'apprendre à entretenir les relations? Donc, j'ai regardé. Je me suis dit que la chose qui se rapprochait le plus, c'était peut-être la vente. Au moins apprendre la vente. Quand tu apprends la vente, à un moment donné, tu n'as pas d'autre choix que de relancer tes prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent tes clients. Je me suis dit, écoute, on va apprendre la vente, et notamment les techniques de suivi et de relance, ou en anglais, les techniques de follow-up. Donc, je suis tombé sur Grant Cardone, et j'ai commencé par lire son livre Sell or Be Sold, et j'ai énormément apprécié ce qu'il racontait. Et il y avait une chose en fait qu'il partageait dans ce livre. Il expliquait, et ça m'a beaucoup marqué, et ça me marque toujours aujourd'hui. Il explique que lui, il n'est pas dans le business de l'argent, de la monnaie, ou de gagner plus d'argent. Non, lui, il est dans le business des relations sociales. Et là, je fais, non mais attends,
le mec qui me dit je suis dans le business des relations sociales, c'est quand même un gars qui se promène régulièrement avec son jet privé, qui affiche ouvertement qu'il gagne plein de thunes et que sa femme est gaulée de la mort comme jamais. Et tu le vois, tu vois, il a tous les attraits du gourou américain en marketing, tu vois, il a tous les attraits. Et c'est un mec qui me dit, et c'est ce mec-là, ce même mec qui me dit, ouais, mais le business, moi, je suis pas dans le business de faire plus d'argent, je suis dans le business des relations sociales. Et là, ça m'a fait gamberger, je me suis dit, ok, intéresse-toi un peu plus à ce qu'il raconte, voyons. Et dans son livre, à un moment donné, il raconte une anecdote qui pour moi en fait a été le déclic, j'ai dit, c'est bon, ce gars est sérieux. Quelle est cette anecdote? C'est quand il explique quelle est sa vente la plus difficile. Et pour lui, sa vente la plus difficile, c'est quand il a rencontré sa femme. Et là j'ai fait, c'est bon, c'est un gars sérieux. Quand un gars me dit que sa vente la plus difficile, c'est quand il a rencontré sa femme, moi je dis c'est bon, c'est un gars sérieux. Parce que ouais, bon, on va être clair, quand t'es un mec et que tu vois une ravissante jeune femme devant toi, c'est un peu galère. Surtout quand elle ne dit pas oui la première fois. Parce que Grant Cardone, pour t'expliquer, le gars, donc sa femme, a refusé 13 fois avant d'accepter un premier rendez-vous. Donc le gars, il a dû cravacher pour y aller. Je crois que si je me souviens bien, il a appelé, je crois, il a laissé 13 messages sur son répondeur à chaque fois. Donc, et il faisait ça toutes les 2 semaines, à peu près tous les 15 jours, toutes les 2 semaines. Donc ça a duré peut-être à peu près entre 6 mois et 1 an. Je crois que c'est dans ces eaux-là, ça peut-être dirait 6 mois, 1 an. Et il y est arrivé jusqu'au premier rendez-vous. Et puis il a continué, il a suivi en fait cette relation jusqu'à ce qu'elle accepte et puis qu'ils se mettent ensemble et jusqu'à ce qu'ils se marient et ça continue depuis. Et là je fais c'est bon, c'est un gars sérieux. Je me suis dit c'est un gars sérieux, donc j'ai commencé à acheter, donc ça s'appelle Cardone University et le premier programme que j'ai suivi chez lui c'est le programme sur le follow-up, donc les suivis et la relance et ça m'a mis sur le cul. Et ce programme, je peux te le dire, c'est le programme que j'applique le plus souvent dans ma vie aujourd'hui. C'est le programme qui m'a permis de rencontrer et d'avoir des invités, mais totalement improbables. Et non seulement donc ce programme sur le follow-up, mais toutes ces formations sur la vente, oui, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait sur le web. Et je m'en suis coltiné des programmes de merde avec des lancements orchestrés à la con, je m'en suis tapé. Ben, je peux te le dire, si j'avais de l'affiliation, tu vois, si je pouvais faire de l'affiliation, je le ferais sur les programmes de Grant Cardone parce que c'est vraiment ce sont les programmes qui m'ont apporté le plus de résultats. C'est simple, je n'ai fait qu'appliquer tout ce qu'il raconte dans ses programmes. Je n'ai fait qu'appliquer, et c'est comme ça que j'ai eu des invités, mais totalement improbables. Comment, à ton avis, j'ai réussi à avoir quand même Pierre Blanc-Sanoun, qui est quand même une sommité dans le monde du coaching francophone, enfin notamment français, mais c'est une sommité. Comment j'ai fait pour l'avoir? J'ai appliqué les techniques de Grant Cardone. Comment j'ai fait pour avoir l'un des plus grands spécialistes de la créativité dans mon podcast? Pareil, j'ai appliqué le matériel de Grant Cardone. Comment j'ai fait pour avoir des freelances reconnus sur LinkedIn? Des gens comme Christopher Piton, comme Thomas Burbidge. Comment j'ai fait ou comme Dan Noël? Enfin, si tu es sur LinkedIn, que tu traînes régulièrement, tu vois, sur cette plateforme, Dan Noël, Thomas Burbidge et Christopher Piton, enfin notamment Christopher Piton et Dan Noël, c'est des noms quand même que tu vois régulièrement. Comment j'ai fait pour les avoir dans mon podcast? Tout simplement, j'ai appliqué toutes les techniques de vente et de suivi de relance de Grant Cardone. Parce que oui, quand tu fais un podcast,
il y a une grande partie de ton temps que tu passes à chercher et à trouver des invités. Et non seulement tu dois les chercher, tu dois les trouver, et en plus de cela, tu dois les contacter. Et après les avoir contactés, tu dois les convaincre de passer dans ton podcast. Eh bien, je vais te dire une chose. Convaincre une personne, un potentiel invité de passer dans ton podcast, ça équivaut à de la vente. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment que ce que t'ont partagé Arnaud, Pamela, Dimitri et puis à mon petit niveau, euh, j'espère vraiment que ça t'a aidé. Je suis certain qu'il y a plein de petites pépites qui vont t'aider en tant qu'animateur ou animatrice de communauté. Parce que, comme je te le disais en début de vidéo, entretenir les relations, c'est un peu le cœur de notre métier. Et quand on parle d'animation de communauté ou un autre terme qui pourrait être le community building, on va parler de technique, on va parler d'augmenter l'engagement, on va peut-être même parler d'acquisition. Mais en fait, on est avec des humains. Tu parles avec un autre humain. Et donc, communiquer avec un autre humain, c'est entretenir une relation avec cette personne. Si tu sais pas entretenir la relation avec une seule personne, comment tu veux entretenir la relation avec toute une communauté? Donc, vraiment, c'est un épisode qui me tenait vraiment à cœur. Et écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Abonne-toi pour recevoir les nouveaux épisodes qui vont arriver. Et écoute, je te dis à très très vite. Salut.